Je suis maire de Los-Angeles dans mon 4e mandat, une commune de 7000 habitants dans le bassin minier du nord de la France. J'ai fait plusieurs mandats de vice-président au conseil régional sur les questions de durabilité au sens large, aménagement et environnement. J'ai notamment présidé l'établissement public foncier pendant un mandat complet. Et j'ai créé la Fabrique des Transitions que je dirige au niveau national, qui est une alliance d'à peu près 300 organisations au service du passage à l'acte en matière de transition, basée sur l'idée que la transition est plutôt une affaire de changement d'imaginaire et de conduite de changement qu'une affaire d'ingénieurs. On a besoin des ingénieurs, mais le blocage n'est pas à cet endroit-là, il n'est pas technique. Et donc, on est beaucoup basé sur tout ce qui touche à la conduite de changement avec une entrée, du coup, par les territoires, puisque le territoire est un espace d'engagement, mais aussi un espace de transformation personnelle plus facile que dans des grands questionnements qui se voient à la télé. Ce qu'on vit, c'est la fin d'un modèle. C'est un modèle qui a globalement démarré 14e, 15e, 16e siècle avec les grandes découvertes, la révolution industrielle, l'augmentation de la puissance de feu de l'homme qui va sur la Lune, qui manipule le nucléaire, enfin qui a une puissance extraordinaire, mais ce modèle s'est accompagné d'un impact sur les ressources de la planète considérable. On a aujourd'hui les premiers minerais qui disparaissent, le cobalt par exemple, qui n'est plus accessible que dans un site UNESCO au Tanganyika, il n'y en a plus ailleurs, et on est au tout début de la fin des ressources. Ce modèle, il est basé sur un accès à l'énergie fossile très peu cher à l'échelle du monde, qui fait qu'aujourd'hui, on a une interdépendance entre tous les pays du monde par des mouvements de marchandises monstrueux et que ce modèle est dépendant de l'énergie fossile pas chère. Par exemple, une unité automobile chez moi, c'est des produits qui viennent d'une trentaine de pays qui viennent se faire assembler dans nos usines automobiles. Et puis, ce modèle, il est mort aussi parce que les rejets de nos activités sont devenus insupportables. Le carbone dans l'atmosphère et le dérèglement climatique partout dans le monde, les conséquences du dérèglement climatique, d'ailleurs, vont provoquer des millions et des millions de migrants, même des centaines, et rien du tout avec ce qu'on vit aujourd'hui, et donc de l'instabilité majeure. Mais c'est les plastiques dans les océans, mais c'est les perturbateurs endocriniens qui vont jusqu'à la calotte glaciaire perturber les organismes. Bref, le modèle est mort. Il y a encore des gens qui pensent qui sont dans le déni de ça, genre Claude Allègre, mais globalement, c'est derrière nous. Et le problème que nous avons, c'est que en fait, le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu, et donc on a un problème d'imaginaire de ce que peut être le développement, autre chose que plus vite, plus haut, plus rapide, plus grand, qui était un peu le mantra de ces siècles qu'on vient de vivre. Donc, il y a à faire apparaître un nouvel imaginaire où, par exemple, le lien, et on vient de voir avec le Covid, ce qui n'est pas inintéressant, le lien est plus important que le bien, pour reprendre une formule d'Edgar Morin. Et donc, on a un enjeu d'imaginaire sur la richesse et sur le développement qui est à transformer. Première chose, et donc, c'est quoi les politiques publiques de changement d'imaginaire? Première question. Mais admettons même qu'on ait un nouvel imaginaire de développement, eh bien, tout en nous, à titre individuel, vous, moi, ceux qui regardent cette émission, mais même de manière plus large, les collectifs, les sociétés, tout en nous va résister. Parce que les odeurs, la nourriture de notre enfance, c'est ça qu'on va chercher, parce qu'on a été biberonné à des voitures qui roulent vite, enfin, que sais-je, on peut prendre multiples exemples. La conduite de changement, la résistance au changement, c'est ça qui va nous animer. On a envie d'arrêter de fumer, de boire, de manger du chocolat ou du sucre, mais on n'y arrive pas. Eh bien, on est rentré dans ces périodes-là. Et donc, pour moi, la crise que nous vivons est totalement systémique. Elle va revisiter notre rapport à qu'est-ce qu'on appelle la richesse et l'économie. Elle va revisiter les modèles sociaux, puisqu'on voit bien que le modèle actuel creuse de manière incroyable les inégalités, donc les sources d'instabilité dans le monde. Et ce modèle n'est pas tenable sur un plan environnemental. Il déclenche donc des crises démocratiques majeures, des mises à l'écart de catégories entières de pays ou de typologies de population. Ça n'est pas tenable. Donc, il faut une réponse systémique. Et elle est beaucoup plus basée finalement sur la question des sciences humaines et sociales, capacité
capacité de se projeter autrement, de travailler autrement, que sur des réponses technologiques où on voudrait nous faire croire que la transition, c'est une somme d'ajustements technologiques. Eh bien, je ne pense pas. Ben, ce qui est certain, c'est que si on prend la question de la transition au sens systémique, ce que je pense nous partageons dans notre façon de voir les choses, on voit bien que, par exemple, il n'y aura pas de transformation du modèle agricole et alimentaire sans que tout le monde déplace un petit peu le curseur de sa posture. Les consommateurs disent, mais moi, je préférerais manger du bio pour mes enfants à la cantine ou même moi-même. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un prenne un plaisir particulier à boire du glyphosate. Donc, si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais les gens disent, mais est-ce qu'il y en a dans ma proximité? Est-ce que c'est dans des prix acceptables? En gros, qu'est-ce que vous me proposez comme réponse pour que je puisse basculer au bio? Et quand je discute avec les agriculteurs de ma commune, ils me disent, mais nous, on n'est pas spécialement heureux de verser du glyphosate, même si on le relativise par rapport à d'autres catégories de population. Par contre, qu'est-ce qui nous dit que si on revient sur des modèles plus locaux, ou plus bio, ou plus raisonnés, donc on va avoir une perte de nos rendements, on va perdre le chèque de la PAC, qui est l'aide à l'agriculture industrielle, si je fais un grand raccourci. Qu'est-ce que j'ai comme modèle économique? Et donc, on voit bien que les producteurs sont prêts à bouger, mais ils attendent des consommateurs. Les consommateurs sont prêts à bouger, mais ils attendent des producteurs. Et au milieu de tous les intermédiaires, ben, comment ils se positionnent? Est-ce que les fabricants de repas intermédiaires dans les cuisines centrales ou autres, ils ont des légumeries, par exemple? S'ils n'en ont pas, bon, ben, ils passent par des grandes centrales qui leur amènent du vrac tout prêt à cuisiner. Et donc, si on ne bouge pas les consommateurs, les acteurs de la filière et les producteurs, ça ne change pas. Et donc, on voit bien qu'il va falloir emmener la société. Et qui dit emmener la société suppose des processus qui vont permettre à chacun d'être présent au débat, à chacun de pouvoir apporter son grain de sable. Et donc, on voit bien que les processus que moi j'appelle d'agencement d'acteurs, de démocratie plus participative, mais au sens où je m'implique, pas je vais dans des réunions pour dire je lève mon doigt, je veux. Parce que ça accentue une posture quasiment de consommation de l'action publique. Donc, comment on amène à mettre les acteurs autour de la table et donc, la question centrale, c'est comment j'emmène la société. Et c'est ça qui est intéressant au niveau du territoire, c'est que, par exemple, les agriculteurs, on les connaît, les consommateurs, on les connaît, et les résultats de nos actions, on les voit. Et toute l'opération de l'action de ce qui est mené à Los Angeles depuis 20 ans, c'est justement de repartir du local, parce qu'on a une capacité de transformer nos imaginaires plus facile. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais quand on parle de la première église solaire de France, à chaque fois qu'on va à la messe, que les gens vont à la messe, ils voient du solaire, ils voient la production en kilowatts, ils savent que la communauté catholique a été associée au processus, et donc, à chaque fois qu'on va à la messe, c'est un petit bout de conduite de changement qui nous fait dire, ah bah oui, tiens, on contribue à une autre façon de conduire l'énergie. Donc, le local est très précieux, et c'est pour cette raison que démocratie locale, démocratie qui va impliquer les acteurs et capacité à tenir des enjeux de rang global, mondial, planétaire même, tels que le dérèglement climatique, au niveau local, ça connecte entre ces deux niveaux. Donc la ville est finalement un gigantesque lieu d'éducation populaire où on produit la ville, parce que ça nous génère de l'engagement, c'est chez nous, on y tient, on l'aime, et on produit progressivement d'autres références par rapport à la question du développement. Et mon rêve, un de mes rêves, j'en ai beaucoup, mais mon rêve, c'est que la somme des actions locales qui démontrent que quand on se met en situation de transformation, on peut y arriver, eh bien que ça revienne questionner le global et fasse bouger le global, parce qu'on ne s'en sortira pas uniquement avec des actions de caractère local. Mais pour l'initialisation de ce processus, c'est du territoire que ça reviendra. L'idée, c'est qu'on est une commune qui incarne la question du charbon. Vous le voyez dans mon dos, ou en tout cas là au niveau de mon cou, on a les plus hautes terrils d'Europe et quelque part, c'est comme si c'était le symbole de la dette en carbone du charbon qu'on a extrait du sol pendant plusieurs siècles.
jusqu'à moins 1000 mètres sur le territoire de ma commune. Et donc, du coup, ces terris, ce modèle de carbone fossile qui est le charbon, on en est les héritiers. Alors, on ne renie pas notre histoire parce qu'on ne peut pas comparer les époques. C'était l'époque des révolutions industrielles. En plus, les membres de ma famille sont morts à 50 ans de la silicose. Ce n'est pas moi qui vais aller les injurier d'avoir laissé leur vie pour nourrir leurs gosses. Ce n'est pas là qu'était le ressort. Il n'empêche que nous incarnons un peu ce modèle. Et donc, du coup, pour moi, en tant que maire de transition, maire écologiste, cherchant à montrer qu'on peut faire autrement, la question de la production énergétique est un des éléments symboles et majeurs. Alors, on a commencé par une centrale solaire au pied des terris, qui était, on travaillait avec Jérémy Rifkin sur le master plan 3e révolution industrielle. En gros, comment les énergies renouvelables vont remplacer les énergies fossiles. Et donc là, on avait une fonction quasiment symbolique. On a créé une centrale de test où a testé tous les capteurs solaires au fur et à mesure de leurs avancées, mesurer minute par minute les résultats, enfin bon bref, plutôt une logique recherche et développement. Puis, on a, à partir des connaissances qu'on a accumulées à cet endroit-là et du début d'expertise qu'on a constitué, on a transformé les toitures de nos services techniques, chez les personnes âgées. Bon bref, on a commencé à développer du solaire à chaque fois qu'on avait une opportunité de réfection d'une toiture, par exemple. Et donc, la ville, on a commencé à voir apparaître du solaire un peu partout. On a mis en place des primes pour aider les habitants. Donc, on a commencé à avoir du photovoltaïque ou du solaire thermique à initiative privée. Puis, on devait refaire l'église. Et là, on s'est dit, c'est l'occasion de monter d'un cran. On a, comme tout à Los Angeles, est en processus participatif intense. J'ai expliqué pourquoi le sujet, c'était d'emmener la société. Et le premier pas pour emmener la société, c'est de construire avec elle, d'écouter les besoins, d'écouter les attentes, mais aussi de faire descendre les gens dans l'arène et qu'ils ne soient pas juste des spectateurs de ce que feraient des élus censés être d'intérêt général. Non, non, c'est comment ils descendent également. Une de mes formules un peu choc, c'est participation sans responsabilisation égale piège à con. Parce que sinon, la participation n'est que réclamer des cahiers de doléances, quoi, poser des cahiers de doléances. Et donc là, on l'a fait du coup que la communauté catholique. On s'est réunis, on a posé les éléments qui n'étaient pas discutables, du genre, je sais pas, enfin, la toiture doit être de telle pente et elle doit résister s'il y a de la neige enfin bref, des calculs de dimensionnement de poutres, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais est-ce qu'on l'a fait en solaire? Quel type de procédé on choisit? Quel type d'opérateur? Bref, on a fait ce travail de conception et on a sorti la première église solaire de France avec en plus un résultat financier incroyable puisque avec les quelques subventions qu'on a obtenues de l'ADEME, qui n'étaient pas monstrueuses, mais quand même, et le fait que finalement les capteurs, comme on refaisait toute la toiture, ont sous-dimensionné la charpente, finalement, ça nous a coûté moins cher que si on la faisait en tuiles ou en ardoise. Et en plus, l'église ramène tous les ans 5 000 € dans le budget. Donc 5 000 €, c'est rien du tout pour une budget pour une commune comme Los Angeles où on doit avoir 6,5 millions de recettes de fonctionnement. Mais à chaque fois qu'on est au budget, on vote le budget de la ville, on passe le budget annexe, qui est celui de l'église, et on inscrit 5 000 € de recettes. Mais vous ne pouvez pas savoir comme l'impact sur la population est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on ne fait rien, le soleil tape, il produit du courant, ça nous met 5 000 € dans notre budget. Et donc, il y a un petit côté bon sens qui est une des façons aussi d'emmener les habitants, de les mettre en mouvement. À Los Angeles, les gens disent la transition, c'est du bon sens, c'est ce qui fait notre maire. En fait, j'ai envie de leur dire ce que nous faisons puisque tout est en co-construction. Donc, on sort cette église et là, on a un nouvel élément, c'est qu'on commence à avoir des surfaces importantes, on a des résultats précis, mesurables, fiables, année après année. Et il y a une dimension totem. Une politique publique, elle doit être sur le fond, bien sûr, mais on doit aussi comprendre. Si on veut embarquer la population, il faut qu'il y ait un minimum de dimension symbolique. Donc, on fait l'inauguration, j'invite le pape et j'invite l'évêque. Le
le pape n'est pas venu. Bon, alors la communauté catholique était déçue, mais en disant, bon, on a essayé, hein, monsieur le maire, voilà. J'étais quand même très fier qu'on ait invité le pape. Et l'évêque qui n'a pas pu venir, mais qui m'a fait une lettre extrêmement chaleureuse, me dit l'Église est extrêmement fière de prendre sa part de la transformation du monde au travers de cette Église, etc. Je vous rappelle que là, je ne fais pas du prosélytisme pour le catholicisme, hein, c'est pas le sujet, mais l'Église, enfin le pape avait sorti une encyclique qui s'appelle Laudato Si, je crois, si j'ai bon souvenir, et cette idée que l'Église catholique prenait sa part, ben, ça touchait beaucoup de monde. À partir de là, on s'est dit, parce que plein de gens nous disaient, ben, en fait, c'est une super idée, monsieur le maire, le solaire, alors que dans les communes autour, comme il n'y a pas eu ces étapes progressives, il n'y a pas cette appétence qui est arrivée pour finalement, pour ce que j'appelais tout à l'heure une autre représentation de l'économie, ben, c'est des sujets qui ne sont pas explorés ailleurs. Et là, c'est les habitants qui nous disaient, mais nous, on aimerait bien rentrer là-dedans. Donc là, on s'est mis en situation d'aller chercher de l'ingénierie, c'est important. On ne fait pas de projet de qualité sans les habitants. On ne fait pas de projet de qualité sans l'implication des élus, mais on ne fait pas de projet de qualité sans expertise. Et donc, on est allé chercher une expertise sur le montage juridique de la structure, une expertise sur le modèle économique, qui n'est pas la même chose, et une expertise sur l'implication habitante et de comment trouver les moyens de… Et puis, bien entendu, l'expertise ça veut dire quoi, généraliser sur toutes les salles de la ville du solaire. Et les premiers habitants qui s'étaient fait connaître, et on en avait déjà pas mal qui étaient dans le jeu, étaient associés aux travaux. Et donc, ce collectif a commencé à travailler avec les experts pour définir quel serait le modèle lossois de diffusion du solaire. Et par exemple, est arrivée une piste que moi, je n'avais pas du tout envisagée, qui était la mise en concession des toitures de la ville. Puisque c'était se préfigurer une SAS, Société anonyme par action simplifiée, eh bien, pour que la SAS puisse intervenir sur les toitures de la ville, ce n'était pas la ville qui mettait du solaire sur ses toitures, comme vous le feriez, vous, avec votre maison. C'était une société qui intervenait sur le domaine public. Donc, on n'avait pas vu ce truc-là, juridiquement parlant. En fait, il y a plein de sujets compliqués hein, dès qu'on tire le fil. Donc, on a imaginé des contrats de concession, on a modélisé les statuts, etc., etc., et on a créé la société. Et là, on a commencé à faire appel à l'épargne publique, en disant aux gens, en gros, toutes nos perspectives nous laissent à penser qu'on peut apporter un rendement au moins de 1%. En fait, nos calculs nous amènent à 3, 3,5% de rendement. Et encore, ça, c'est dans une hypothèse où le reste des énergies reste à des prix acceptables, parce que vous avez vu en ce moment comment toutes les énergies explosent dans les prix. Et donc, chaque année qui va avancer, le différentiel de rentabilité va être de plus en plus fort pour nous, puisque nous, l'installation, elle est là et pour 20 ans, elle produit. Bon. Donc, on s'est retrouvé avec 120 familles qui ont mis une partie de leur épargne. On est obligé d'arrêter parce qu'on a trop d'argent au capital. On ne sait pas comment l'utiliser pour l'instant. Parce que dans le modèle de la SAS, on a donc 4 acteurs au capital. Vous m'avez demandé de rentrer un peu dans les détails, hein, donc j'y vais. La société d'économie mixte Nord-Pas-de-Calais mise en place par le conseil régional, dont le métier, c'est d'intervenir au capital de ces structures. Sachant que, j'ai oublié de dire que la mise au capital suppose qu'on va lever des emprunts. Il y aura une part en fonds propres, mais on va lever des emprunts qui vont se rembourser sur le prix de l'énergie produite pendant 20 ans. C'est un retour sur investissement. Mais au départ, il faut bien une société pour monter l'opération et garantir sa rentabilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas non plus besoin de 50 millions d'argent au capital, hein, puisqu'on va beaucoup fonctionner par emprunt. Donc, la SEM Énergie Renouvelable a mis une partie. L'entreprise qui a fait toutes les installations sur les toitures a dit bah, « moi, je vais mettre au capital aussi parce que ça m'intéresse d'être dans le dispositif, de comprendre ». La ville a mis 15%, mais on aurait pu s'en passer, c'était pour avoir un pied dans le conseil d'administration de cette structure. Et les habitants, en gros, sont à peu près à 35% du capital. C'est comme ça que le montage juridique a été bâti. Dernier élément qui va vous faire sourire, j'espère, c'est que depuis maintenant 2018, je crois, ou 2019, la ville paye un capteur solaire à chaque enfant qui naît à Los Angeles.
Il y a des villes où on paye un arbre, on met un arbre. Il y a des villes où on met 50 € sur un compte d'épargne. Ben nous, on paye un capteur solaire. Alors, on ne donne pas un capteur solaire à un enfant qui ne va pas savoir quoi en faire. Ce capteur est mis dans la SAS et l'enfant devient détenteur d'une part. Et donc, ce qui se joue là, c'est des familles qui basculent. Ce qui se joue là, c'est une projection sur un imaginaire de long terme en énergie renouvelable. Et donc, on mise sur le fait que ça participe de la transformation du rapport à l'énergie, notamment pour les enfants. Alors, aujourd'hui, on en est où? Eh bien, on en est que grâce à ce modèle, on a fait toutes les toitures publiques de la ville et qu'on commence à faire des toitures privées. Donc, on lance des campagnes pour dire aux habitants, est-ce que vous acceptez de nous laisser vos toitures? Alors, il y aura sûrement des conditions de location, il faut que l'opération reste rentable, hein, mais on commence à avoir des habitants qui disent bah, « moi, je suis prêt à mettre ma toiture à dispo », je ne sais pas, des gens qui ont des hangars, des garages automobiles ou des acteurs comme ça. Comment ils trouvent leur propre part. Donc, on est en train de regarder ça avec eux. Ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'on se retrouve du coup dans une situation où, comme vous le savez, le bassin minier est situé au nord de la France, donc ce n'est pas Perpignan, ou d'autres lieux très ensoleillés, je ne sais pas, Nice ou Cannes. On est proche de la Belgique et pourtant, on est maintenant en situation où peut-être on sera la première ville de France intégralement couverte de capteurs solaires, puisqu'on a le modèle économique, on a toutes les étapes premières et on a un appétit des habitants. En plus, il y a une fierté à retrouver prise sur notre avenir et notamment sur les énergies renouvelables. Et donc, c'est pour ça que je choisis cet exemple, parce qu'en même temps, il est sur des nouveaux modèles économiques renouvelables. Il fait travailler les acteurs locaux, même si on manque encore de fabrication de capteurs, mais toute l'installation, etc., c'est du boulot, c'est de la maintenance. Il implique puissamment les citoyens. Il transforme l'image de notre ville. Il génère de la fierté collective. Il éduque les habitants, le mot éduquer, apprendre pas au sens péjoratif, à la compréhension de ces mécanismes-là. Bref, c'est carton plein sur toute la ligne. Et je trouvais que dans l'idée d'attaquer la question par le systémique, c'était intéressant. On aurait pu prendre la question agricole et alimentaire que j'ai esquissée, mais elle est beaucoup plus multifacette. Elle nécessite plus de temps pour une mise en œuvre, mais juste comme ça, pour vous faire une bande-annonce, c'est à peu près la même chose qui se produit sur ce modèle, puisque on a une transformation des habitudes de consommation. Le 8 à 8 local est devenu la première enseigne de France où ils testent la vente au vrac, où on a des agriculteurs locaux qui viennent vendre au 8 à 8. Et donc, on a des hybridations entre du local et des chaînes. On a des paniers solidaires et de l'action sociale. On a une transformation de notre agriculture dans 1 an et demi, 2 ans. À la fin des zones de conversion, on sera à 300 hectares sur 800, donc 40% de nos surfaces agricoles utiles en bio et une grande partie en local. On a 20 références agricoles. Bref, des résultats, des avancées collectives. Et ça, c'est très important parce que dans la conduite de changement, un des éléments essentiels, c'est qu'en gros, on veut bien entendre tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, on veut des preuves, quoi. On nous a tellement roulé, disent les gens. On nous raconte tellement d'histoires, on ne croit plus rien. OK, l'église, c'est une preuve. Les pommes de terre, les carottes qui sont vendues dans le 8 à 8, produits à Los Angeles, c'est une preuve, et ainsi de suite. Et ça, c'est là où on retrouve le rôle du territoire pour engrainer une conduite de changement. Le plan solaire est vraiment une très belle réussite parce qu'en plus, on a quelques citoyens qui se sont dégagés et qui ont développé leur expertise. Et d'ailleurs, à chaque fois que des médias viennent, moi, j'envoie les citoyens, c'est plus moi qui suis interviewé et qui explique que la ville aurait pu faire sans les citoyens, mais qu'en le faisant avec les citoyens, il y a une valeur ajoutée considérable. Peut-être qu'on aurait pu gagner du temps, aller plus vite, parce que quand même, on a passé beaucoup de temps à analyser l'ingénierie de projet, et ça aurait pu s'améliorer. Peut-être qu'on aurait pu en profiter pour déclencher localement de l'arrivée d'investisseurs, d'entreprises qui font du solaire, alors
ce qu'on avait fait en partie, parce que sur le site du 11-19, le site minier que vous avez dans mon dos, il y a une très grande fosse qui est devenue un grand lieu de recherche et développement. Et à ce jour, on n'a pas réussi à attirer d'entreprises de poids lourds du solaire pour s'installer. On reste victime de l'image le Nord égale pas de soleil, donc égale pas d'énergie renouvelable. Mais bon, on aurait, dans ma tête, je me disais, on l'a fait sur le bâtiment durable. Hein. Tout est en éco-construction chez nous depuis 1997. Ça nous a permis de développer des structures de recherche, de l'arrivée d'entreprises et donc du coup de l'économique pure avec de l'installation d'entreprises. On n'a pas réussi à faire ça sur le solaire, mais peut-être qu'on y arrivera avec le temps puisque du coup on se construit une image de ville référence en la matière. Voilà. Mais sinon, non, je dirais globalement, je pense qu'on a profité des opportunités en fait. Et puis le fait que la ville est en transition et que c'est connu depuis maintenant 20 ans, ça crée des conditions, ça joue beaucoup ça. Une innovation, c'est une de mes formules, c'est une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Et donc, comment créer les conditions d'une désobéissance? Alors, désobéissance dans l'intérêt général, hein, pas désobéir à ses enfants ou imiter la signature de ses parents à l'école, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quoi, du coup, les conditions de l'innovation? Ben, ça va être d'accepter qu'on va enfreindre la pensée unique. Et ça, il y a plein de résistances à cet endroit-là. On n'a jamais fait ça, c'est une réponse qu'on entend très souvent. Mais il y a aussi une dimension d'accepter de se planter, le droit à l'erreur. Sinon, si toute innovation, on est sûr de gagner, c'est extrêmement simple, c'est plus une innovation. Bon. Et donc, là, Los Angeles a été considérablement aidé par le fait, ça revient à la question du systémique, que comme globalement, nous faisons un écosystème qui se transforme et qui invente et qui est salué par les chercheurs et par les médias, la preuve, vous venez m'interviewer, c'est un exemple, eh bien, dans l'esprit des Lossois, ça leur met une culture de pionnier et une culture d'acceptation qu'on va se confronter aux choses. Ce qui fait que, quelque part, on ne s'est pas trop planté à cet endroit-là. Au début, c'était un petit peu compliqué avec mon adjoint aux travaux parce que il n'avait jamais fait ça. Et donc là, c'est lui c'était quelqu'un qui venait du bâtiment, qui était un peu inquiet au début. Mais à l'inverse, quand il est monté dans le bateau, il en a fait un objet personnel de réussite. Il faut que je sois capable de réussir cette toiture en solaire. Lui qui avait fait les grands bâtiments, il avait refait le Palais des Beaux-Arts, etc. Et donc, c'était aussi pour lui un challenge. Donc, désolé, mais sur cette affaire, il n'y a pas beaucoup d'aspects négatifs à dire. Bon, il y a plein d'autres choses à l'os qu'on a ratées. Hein. Mais vous m'aviez demandé un bon exemple, donc celui-là, il est bon. On a la population qu'on mérite, on a les élus qu'on mérite. C'est réciproque. Si vous maintenez une population dans une posture où, en gros, vous faites pour eux, ce qui est beaucoup le cas dans mon territoire minier, on a une classe politique qui fait au nom du peuple, pour le bien du peuple, et qui le fait plutôt pas mal. Enfin, c'est pas ça le sujet. En gros, vous maintenez, notamment chez nous, une population qui a été formatée par le charbon et l'encadrement sociétal des houillères qui contrôlait tout. Germinal, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'était vraiment le contrôle des logements, de la sécurité sociale, des stades de foot, des églises, tout appartenait aux houillères. Et donc, quand vous êtes dans ces postures-là, effectivement, ce qui était demandé aux gens de mon territoire, c'était d'être courageux, solidaire, travailler au fond de la mine. La culture d'initiative était quasiment suspecte, l'ambition également. Alors, il y a différentes formes d'ambition. Je parle de l'ambition d'élévation, quoi, hein, finalement. Bon. Et donc, effectivement, passer de l'état d'une population assistée ou qui subit ou qui s'en fout, ça va dépendre des endroits de France, en disant qui s'en débrouille, quoi, les élus, laissez-moi être tranquille, laissez-moi jouir de tout, mais vous avez intérêt à sortir de l'intérêt général. Hein, puis si ça ne marche pas, ce sera de votre faute. Hein. Bon. Ce passage de cette posture à une posture de responsabilisation est un long moment.
qu'on appelle l'empowerment, quand on parle comme les auteurs anglais, retrouver du pouvoir d'agir, ou qu'on peut appeler aussi, certains sociologues appellent ça la capacitation habitante. C'est l'idée que progressivement, on découvre qu'on est capable de prendre part au débat public, et donc il va y avoir des étapes, des gradations. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant une après-midi complète, de qu'est-ce qui fait que progressivement, il y a de la capacitation habitante qui apparaît. Mais donc, du coup, ça va être d'abord juste la reconnaissance de la parole, de ce que les gens disent, la reconnaissance qui leur est apportée. Si on leur parle, c'est qu'ils existent, c'est qu'ils comptent. Puis, c'est du coup la mise en œuvre d'une intelligence collective pour améliorer les projets. À Los Angeles, tout est en co-construction. Ça veut dire que, quels que soient les projets, on a des processus de construction avec les habitants, les acteurs, notamment parce qu'ils ont l'expertise d'usage. Et que si je refais une route quelque part dans la commune, je ne peux pas savoir, moi, que tous les jours à 3 heures du matin, il y a un camion qui passe sur une dalle d'égout et qui l'a fait claquer. Il n'y a que l'expertise d'usage de celui qui habite là et qui est réveillé toutes les nuits qui peut venir dire dans un temps de construction, bon, vous ferez attention à ce qu'on n'ait plus ce type de montage qui réveille tout le quartier. Et donc, les projets sont améliorés par l'intelligence collective et il faut que les habitants commencent à mesurer que leur expertise d'usage compte. Du coup, dans la réalisation des projets, ils sont beaucoup plus actifs parce qu'ils ont été associés à la production. C'est notamment comme ça qu'on a développé les systèmes 50-50, mais pour ceux que ça intéresse, ils vont voir sur le site de la ville de Los Angeles, on a publié un référentiel d'implication citoyenne que vous pourrez aller télécharger, qui raconte en 80-90 pages toutes les techniques d'implication habitante. Et donc, au travers du portage des projets en co-construction, au travers des nouvelles postures dans la façon de ne plus simplement aller aux réunions pour râler, mais pour être en posture de construction, et même dans l'exemple de la SAS, en posture d'engagement financier et citoyen, eh bien, la population se transforme. Elle monte en capacitation. Et donc, du coup, effectivement, à partir de là, on a une capacité à entreprendre. On a même, vous allez rire, enfin rire, c'est pas le bon terme, vous allez peut-être être surpris, on n'a quasiment pas eu de gilets jaunes à Los Angeles. Et là, sur les histoires de complotisme, etc., on en a, mais quasiment rien par rapport à d'autres villes. Et les forces extrêmes, et notamment d'extrême droite, n'ont jamais réussi à percer à Los Angeles, alors qu'elles l'ont fait dans les communes autour. Pourquoi? Parce que juste, on a, c'est mon analyse, une population qui progressivement a repris sa place en tant qu'acteur de la société, ce qui n'empêche pas que les gens n'ont pas envie de gérer tout de A à Z. Hein. Ils sont bien contents d'avoir des élus, d'avoir un maire et de dire faites votre boulot. Hein. Mais dans leurs espaces, les choses qui comptent pour eux, ils prennent leur place. Et du coup, ça change tout parce que ça emmène la société. Et les processus de transition, c'est un peu un bouclage de cet entretien par rapport à ce que vous me disiez au début. Les processus de transition deviennent systémiques, c'est-à-dire qu'on peut se poser un certain nombre de questions ensemble, on peut construire des réponses ensemble et mesurer les résultats sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan du bâtiment, sur le plan de la mobilité. On peut multiplier comme ça à l'infini. Et du coup, c'est progressivement une transformation collective qui nous a amené au statut de ville pilote, de démonstrateur national, hein, pilote du développement durable pour l'ADEME, et du coup qui ramène de la fierté aux habitants, qui sont des habitants ordinaires. Hein. À Los Angeles, il n'y a pas de bobos. Hein. Moi, j'en aurais 2 ou 3, ce serait génial. Hein. Et les niveaux de revenus sont très faibles. Hein. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut se saisir de ces questions, mais évidemment, il y a un certain nombre de règles et de mots-clés qu'on a dit hein, dans ce systémique, implication habitante, oser désobéir et porter de l'innovation, mesurer autrement la richesse, voilà quelques-uns des mots-clés qui sont stratégiques. Et pour terminer, peut-être en guise de conclusion, dire que, attention, Los Angeles n'a pas réglé tous ces problèmes, hein, même si globalement on a pas mal créé d'emplois, on a un changement d'image. Bon. Il n'empêche qu'il reste beaucoup de chômage, il n'empêche qu'il y a de la violence
entre les personnes comme ailleurs. Par contre, il y a beaucoup moins d'attaques sur les abribus, les bâtiments publics. Ça, on n'en a quasiment pas. L'espace public est très respecté. Mais les gens sont comme ailleurs, quoi. Quand ils ont vu écho, ils se tapent dessus, comme dans d'autres endroits. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une population de martiens. on est dans le monde réel. Et donc, on n'a pas tout réglé. Mais par contre, ce que souvent les gens disent, avec leurs mots, ou moi je le traduis comme ça, c'est on a repris prise. On a repris prise sur notre destin. On était les déclassés de la mine, on était les largués, et finalement, on se retrouve dans une situation où on est visité de partout et où on invente des choses et où on explore. Et le fait de retrouver prise change complètement la posture psychologique et la posture d'action. On n'est plus dépassé par les événements et on trace notre route. Et moi, je me dis que si dans chacune des communes de France, c'est ce qu'on fait que la fabrique des transitions au sens de mettre en réseau tous ces territoires avec ces approches telles que je viens d'en donner quelques exemples, eh bien, imaginez les 36 000 communes qui font monter des petits ruisseaux comme ça de politiques alternatives. Et à un moment donné, elles font système, ces initiatives, et à un moment donné, elles viennent bousculer la réglementation nationale qui peut s'appuyer du coup pour amplifier. Voilà. Il est aisément transportable parce qu'il ne réclame pas d'argent, parce que si c'est possible à Los Angeles avec des populations comme on les a, c'est possible partout. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, effectivement, il faut avoir, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le culot ou en tout cas la volonté d'une transformation profonde et qui ne peut pas être à demi-mesure. La démocratie participative qui implique, dès que vous arrêtez, que vous arnaquez les gens par une manipulation politicienne, par exemple, immédiatement, les gens disent « Ah, je te l'avais bien dit. » En fait, ils se moquent quand même de nous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de besoin de cohérence dans le discours, et notamment la question systémique, elle est compliquée à appréhender. D'où l'intérêt, encore une fois, de créer la fabrique des transitions pour donner aux acteurs des poignées pour se saisir de la transition systémique. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est dans les méthodes de passage à l'acte. Alors moi, je suis sollicité d'élus de toute la France, mais juste parce qu'ils veulent le mode d'emploi. Ça leur fait envie. Donc ça, c'est difficile parce qu'on ne peut pas faire un tout petit bout. Alors autant on va l'attraper par un bout et tirer toute la pelote, on a un fil de laine et on tire le tout, on ne peut pas attraper d'emblée le systémique. Autant il faut avoir une pensée d'attraper le tout. C'est-à-dire que ce n'est pas 3-4 actions isolées, sympathiques, mais complètement isolées qui transformeront le process même qui nous permet d'aller vers une transition systémique. Donc j'ai envie de dire, c'est de la méthode et c'est atteignable, mais c'est une méthode qui nécessite un vrai engagement, une vraie remise en question de ses fondamentaux de mode de pensée et d'action. Mais l'exemple de Los Angeles est là pour montrer que ça donne des résultats. Et je terminerai juste, j'ai fait 3 fois que je dis je terminerai, là, il faut vraiment que je termine, mais à Los Angeles en 2008, notre équipe a été réélue avec 82,1% des voix, qui était le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Et depuis les 2 dernières élections, on était seul en lice, ce qui n'est jamais arrivé depuis la Révolution française. Parce que les gens disent, mais cette transition-là, nous, on en veut. Et donc, ça aussi, c'est important à entendre, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, la société n'est pas anti-transition. Ça dépend comment on la construit, ça dépend la place qu'ils peuvent y prendre, ça dépend la richesse que ça crée. Voilà.